Afin de voir un peu où on va, dans quelle direction on va aller, on va commencer par prendre un exemple vraiment très simple, l'exemple le plus simple qu'on puisse construire d'application mapping objet relationnel, pour voir un peu comment les choses fonctionnent. J'ai une classe, qui est une classe user, mon user a un nom et un âge, et à côté de ça, j'ai une table qui porte le même nom, et les colonnes de la table portent également les mêmes noms que les champs de ma classe. La première chose qu'il faut faire, c'est que pour qu'une classe puisse être associée à une table via JPA, il faut que cette classe soit un bin. Et pour être un bin, il faut trois choses. Premièrement, il faut que cette classe implémente serialisable. Donc ça, je le rajoute. Cette implémentation de serialisable, elle n'est pas absolument nécessaire. C'est-à-dire que si j'oublie de le faire, il est possible que mon système marche quand même. Mais je peux avoir des petits bugs un petit peu embêtants, un petit peu pénibles à détecter, donc c'est une sécurité de le faire. La deuxième chose pour qu'une classe soit un bin, c'est qu'il faut avoir un constructeur vide. Donc ça, je vais juste le mettre en commentaire ici. Constructeur vide. Et ce constructeur vide, en fait, il est présent si je ne mets pas de constructeur dans ma classe. Si je ne déclare pas de constructeur dans ma classe, j'ai toujours le constructeur vide par défaut qui s'y trouve, qui est en fait ajouté automatiquement par le compilateur. Mais si je crée par exemple un constructeur qui prend name et âge en paramètres, ce qui serait assez logique, voilà, le constructeur vide, il n'y est plus, et donc je suis obligé de le mettre de façon explicite. Et puis la troisième chose dont j'ai besoin pour qu'une classe soit un bin, pour chaque champ de ma classe, j'ai besoin d'un getter et d'un setter. Le getter et le setter, il n'a pas forcément le même nom que le champ. Il peut avoir un nom différent. En général, on lui donne le même nom parce que c'est quand même ce qui est le plus logique, mais ce n'est pas une nécessité. En revanche, il faut que le getter et le setter se correspondent l'un à l'autre et aient le même nom. Donc ici, j'ai juste mis getter et setters en paramètres. Donc je m'attends à avoir une méthode getName et une méthode getAge qui vont retourner string et int, et puis une méthode setName qui va prendre une string en paramètre et setAge qui va prendre un int en paramètre. Et ça fait de cette classe user un bin. La deuxième chose, c'est que dans l'univers des bases de données, toute table doit posséder une clé primaire. En général, on l'appelle ID, ce n'est pas une obligation. Cette clé primaire doit correspondre à un champ de ma classe. Donc quelque part ici, je dois avoir un champ private, je vais le prendre de type int, ID. Et ce champ, il va représenter la clé primaire de la table en base de données. Vous voyez que là, j'ai une espèce de transpiration de ce dont j'ai besoin de faire en base de données vers mon modèle Java. Mais en même temps, c'est assez logique d'avoir ça. Et de toute façon, pour faire marcher JPA, c'est indispensable, on n'a pas le choix. Donc j'ai besoin d'avoir une clé primaire qui soit définie. Et puis la dernière chose, j'ai besoin de dire à JPA que cette classe-là, elle est associée à une table en base de données. Et que le champ clé primaire, c'est le champ ID. Ce sont les deux informations indispensables que je dois indiquer à JPA. JPA ne peut pas deviner ça tout seul. Pour dire que cette classe correspond à une table, je vais la noter avec une annotation JPA particulière qui s'appelle entity et qui commence par une arrobas. On appelle ça en général @entity parce que c'est l'arrobas qui est utilisé dans les adresses mail, même si ça n'a évidemment rien à voir avec un mail. Le fait de faire ça, JPA et Hibernate vont savoir que cette classe est en fait une entité JPA. Ça en fait une entité JPA. Et une entité JPA, c'est une classe qui peut aller en base. Dans un premier temps, elle va être associée à une table particulière, mais on va voir qu'en fait, les choses sont plus riches que ça. On peut faire des choses un petit peu plus sophistiquées. Donc la présence de cette annotation, elle est indispensable. Et la deuxième information que je dois donner,
c'est lequel de ces champs constitue la clé primaire. Vous voyez que JPA ne peut pas deviner quel est ce champ. J'ai deux champs de type int, ça pourrait très bien être ID ou âge, il n'y a pas de convention. Donc pareil, je vais avoir besoin d'annoter le champ qui porte la clé primaire avec une annotation @id que l'on va nommer @id. Ces annotations entity et id, ce sont des éléments, pour que ça fonctionne, qu'on doit importer dans un fichier Java, dans une classe Java. Exactement comme on importe, par exemple, l'interface sérialisable. La classe string, elle est dans Java Lang, donc elle est toujours importée par défaut. Mais si j'ai des dates, par exemple, des listes, des collections, des maps, tout ça, ce sont des types que je dois importer explicitement. Et bien ces annotations, que ce soit entity ID et toutes les autres annotations qu'on va voir dans la suite, ce sont également des éléments qu'il faut importer. Techniquement parlant, une entité, c'est presque comme une interface. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais le noter ici, je vais juste noter @entity et @id. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, cette classe-là est une entité JPA prête à être traitée par Hibernate et prête à être associée à une table en base de données. Donc vous voyez que ce qu'il faut faire est en fait, en termes de déclaration, très léger. La surcharge sur une classe est en fait assez minimale.